Et là, je vois un mec devant moi, il est en train de me braquer avec le calibre. Et son collègue là. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu fais quoi là? Tu es impuissant là. Pas dans un film, hein, mon frère. Je sais très bien qu'il va pas me tuer, hein. Mais il me met une balle dans la jambe ou quoi, pas du tout, frère. Donc j'ai tout donné, moi. Bon, ben les bébés, voilà, je suis sur TPMP Focus. Voilà, moi je suis à Marseille. Et c'est vrai que ben, de base, j'étais pas du tout matrixé pour devenir ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est vrai, quand j'étais petit, j'étais pas dans cette optique-là. J'étais un garçon qui était beaucoup travailleur. J'étais un garçon qui, surtout, j'ai été diagnostiqué hyperactif. Donc je suis un garçon qui est très intelligent, mais qui est très speed. Quand j'étais jeune, eh ben, c'est vrai qu'à l'âge de 12-13 ans, j'ai eu une montée un petit peu de... Ben, j'étais très gros, quoi. Je suis monté à 100 kilos. Même d'ailleurs, il y a une belle photo qui est sortie sur les réseaux de moi. Voilà, ben, à un moment donné, on ne devient pas mannequin comme ça, tout simplement. Donc voilà, j'ai eu une adolescence, on va dire, qui a été bien. Voilà, j'ai grandi sans papa, j'ai grandi qu'avec ma maman. Ma maman elle a toujours fait le rôle du père et de la maman, tout simplement. Voilà, elle a toujours fait le rôle des deux. Et c'est vrai que j'ai eu une enfance quand même qui a été mouvementée. Alors l'origine de mes parents, ma maman est tunisienne et mon père est arménien. Donc d'où le nom Yegiazarian, parce que je m'appelle Grégory Yegiazarian. Petit mélange, beau mélange je trouve même. Pas de frère et sœur, fils unique. Greg l'adolescent était meneur. J'avais mon petit groupe quand même et j'étais un garçon qui était meneur, ouais, dans le sens où tout simplement j'avais mon équipe, quoi, j'avais mon crew. Star du collège, star du lycée, ouais. Ouais, j'étais connu dans mon collège quand même. Quand mon père m'a abandonné, j'avais 7 ans, 8 ans, voilà. Il est parti ouais, dans cette tranche d'âge-là. Ben, j'ai connu qu'un père, quoi. Voilà, il s'appelait Jean-Claude Barthélémy. Malheureusement, il est décédé. Et pour moi, c'était mon père. Il avait 20 ans de plus que ma maman. Et c'est vrai que voilà, c'est lui qui m'a élevé, tout simplement. Je ne l'ai jamais appelé papa parce que c'est pas mon père. Mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon père. Je comprends pas à l'heure d'aujourd'hui. Comment on peut faire ça? Comment on peut abandonner l'enfant? Comment on abandonne un enfant qu'on a reconnu? Personnellement, c'est très compliqué, je ne comprends. Alors d'aujourd'hui, j'ai 30 ans et je ne comprends toujours pas. Mais le rapport a été très très compliqué en fait. Parce que moi, je fais des démarches, mais au final, il n'y a pas de... Ça va pas dans les deux sens en fait. Donc à un moment donné, voilà, je suis très triste, mais je suis soulagé quand même. J'ai plus de rapport avec plus rien, c'est-à-dire que mon père, je sais même pas l'âge qu'il a, je sais même pas sa date de naissance. Je sais juste son prénom qui s'appelle Roger. Voilà. C'est tout. Je sais même pas à quoi ressemble mon père, comme c'est grave. Je n'ai zéro souvenir. Mais c'est normal, à 6 ans, on ne peut pas avoir des souvenirs. J'ai 30 ans, donc de 6 ans à 30 ans, désolé, mais je ne me rappelle pas de mon père. Oui, bien sûr, j'ai vu des photos. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais même pas la tête qu'il a. J'ai vécu quand même, parce que ma mère est tunisienne et j'ai beaucoup de tontons. Ma mère, elle a beaucoup de frères et sœurs. Et j'ai beaucoup de tantes et de tontons. Et c'est vrai que... Ben oui, j'étais un garçon vraiment, on m'appelait le petit prince parce que ma maman, elle a toujours tout fait pour moi. Toujours tout fait pour moi et c'est vrai que j'étais un garçon très capricieux quand j'étais petit. Ça, j'ai pas honte de le dire et c'est la vérité. Et je suis un petit peu encore capricieux à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que je suis un garçon voilà, qui a été beaucoup entouré, très entouré même. Beaucoup, quand on est fils unique et quand on... Ben, j'ai pas connu mon papa donc j'avais un beau-père qui avait 20 ans de plus que ma maman. Voilà, c'est vrai que ma maman m'a beaucoup couvé en fait, m'a beaucoup bordé, elle était beaucoup tout le temps avec moi. C'est-à-dire que, personnellement, il faut jamais le faire, c'est attention. C'est-à-dire que des fois, je voulais pas aller à l'école. Elle me disait pas, va à l'école en fait, tout simplement. Voilà, elle me dit, tu es malade, ben, je reste à la maison, repose-toi. Voilà, elle a toujours été, moi ma mère, elle a toujours tout fait pour moi. Et d'ailleurs, je la remercie et je l'aime plus que tout au monde et c'est la femme de ma vie à l'heure d'aujourd'hui. Ma première sortie en boîte, c'est mon cousin qui m'a amené en boîte, mon cousin Silvio, qui m'a amené en boîte de nuit. Et là, je suis arrivé, j'ai dit, mais c'est quoi cet endroit en fait? Et en fait, je sais pas, je me suis retrouvé dans mon élément en fait. J'avais quoi? J'avais 16-17 ans. Je suis rentré en boîte de nuit, j'ai dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Et en fait, j'aimais la musique. Et la première fois que je suis allé en boîte de nuit, je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais mis une chemise. J'avais mis un pantalon, bien sûr. Et j'avais mis des pointus.
des pointus. Mais mon cousin, il s'était moqué de moi à l'époque en me disant, mais qu'est-ce que tu fais dans cet état? Mais je dis, mais frère, on va en boîte de nuit. Mais il m'a dit, on va en boîte de nuit, on va pas dans un mariage. Donc je m'étais vraiment habillé The Place to Be. Et franchement, c'était incroyable pour moi. Et depuis, hein, j'ai jamais lâché les boîtes. Hein, du coup, de ma première sortie en boîte de nuit, j'ai fini, à travailler en boîte de nuit. Du coup, j'aimais trop ça. J'aimais la fête, j'aimais la musique. Je voyais des femmes de partout. Je disais, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que quand on découvre ce monde-là, c'est vrai que c'est un monde quand même, attention, hein, c'est pas un monde non plus qui est bienveillant, parce que la noche, c'est la noche, hein, on sait ce que c'est, hein. Il y a de l'alcool, il y a, voilà. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé dans ce monde de night et j'aimais trop. Voilà, j'aimais trop. J'aime la musique, j'aime danser, j'aime faire la fête et personnellement, il m'a fait découvrir ce monde-là, je me suis régalé. Moi à l'époque, voilà, j'étais un très grand fan, alors d'aujourd'hui, pour moi, le King of Pop, il s'appelle Michael Jackson. Moi, quand j'étais petit, je regardais Michael Jackson, je dansais devant ma glace. Et même, je vais dire même encore mieux, quand Michael Jackson est mort, que Usher il a chanté Go to Soon au Staples Center, j'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai grandi avec Michael Jackson, j'ai grandi aussi avec Barbara Streisand, j'ai grandi aussi avec George Michael, j'ai grandi avec aussi Earth, Wind & Fire. Donc, en fait, ma famille, mon oncle, il travaille à la Fnac, donc il aimait beaucoup la musique, c'est vrai que j'écoutais beaucoup de musique, et c'est vrai que moi, pour moi, Michael Jackson, c'était Michael Jackson. Et moi, pour moi, il est pas mort, hein. Je sais pas où il est, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, pour moi, j'y crois même pas. Moi, pour moi, c'est un truc de malade. Michael Jackson, j'y crois pas parce que, frère, Michael Jackson, c'est-à-dire que le mec, pour moi, frère, il était là, frère. Là. Frère, pour moi, c'était le King of Pop, le roi de la pop, frère. Ma rencontre avec Paga, c'était une dinguerie. Je l'ai rencontré sur une route. Je ne l'ai pas rencontré en télé, Paga. Je l'ai rencontré avant. J'étais au Vieux-Port à Marseille. Je pars avec mon collègue. On va dans une boîte de nuit qui s'appelait à l'époque le Millennium. Et on arrive et en fait, mon collègue m'appelle, qui travaille à cette boîte. Mon collègue m'appelle, il me dit, Greg, fais attention, il y a la police en haut. Du coup, mon collègue s'arrête en bas et qu'est-ce qu'on se dit? On va monter à pied. Voilà, comme ça, lui, il avait un peu bu, mais il n'était pas, mais on ne sait jamais, voilà, comme ça, il n'est pas positif ou quoi. Et en fait, je suis en train de monter avec mon collègue. Je me rappelle, il pleuvait. Et là, il y a une Seat Cordoba qui s'arrête, grise. Seat Cordoba grise. Oh les gars, vous allez où? Paga le fou, déjà il était fou à l'époque, un petit dans la voiture comme ça. Oh les gars, vous allez où? Je monte en boîte, venez monter. Mais nous, avec mon collègue, on ne calcule pas. On monte dans la voiture. Et là, d'un coup, je sais pas, il pose une question, il regarde dans le rétro intérieur, il me pose une question, il me dit, mais les gars, pourquoi vous marchez? Paga, on marche parce qu'il y a la police juste là. Et là, en fait, ce fada, comme c'est une ligne droite et la police, ils ont les jumelles, il pile d'entrée. Et il nous regarde, en fait. Comment ça? Mais le temps qu'il pile et qu'il nous regarde, j'ai même pas le temps de... Je commence à répondre à Paga que c'est pas une voiture de Condé qui arrive, il y en a 4. Moi, direct, ils attrapent, me note. Ils attrapent mon collègue, me note. C'est qu'il conduisait, je sais pas moi que c'est conduisait. Il me dit, oui, tu as fini. Alors que j'aurais pu dire que c'était Paga qui conduisait, sachant que je le connaissais pas. Mais pas du tout. Donc voilà comment j'ai rencontré Paga, sur une histoire de police, tout simplement. Je rentre dans la boîte et moi je fais ma soirée. Là il arrive 4h30, 5h du matin, la boîte elle commence à se vider. Et là d'un coup, je marche dans la boîte, je fais ça. Paga, mais c'est simple, je lui ai sauté dans les bras. Je lui ai fait un câlin, je lui ai dit frérot, je me suis inquiété pour toi et tout, nanani, nanana. Et depuis ce jour-là, on s'est jamais lâché. C'est-à-dire que oui, on s'est un petit peu perdu de vue parce qu'après, voilà, il est parti, il a fait ses aventures. Il est sorti avec Adixia, voilà, il a fait ses trucs de son côté. Donc on s'est un petit peu abandonné. Et en fait, on s'est retrouvé avec Paga quand je me suis séparé de mon premier amour. Lui venait de se séparer. Moi, je venais de me séparer de 4 ans d'amour, que j'en pouvais plus et que j'étais au bout de ma vie. Et en fait, on restait tout le temps ensemble, donc on est parti en Corse. Et encore, j'étais sur la plage en train de pleurer parce que je pensais à mon ex. Et là, Paga, il me regarde, il me dit « Greg, ça va pas ». Et en fait, j'étais tellement dans un drama, dans le sens où j'ai dit 4 ans d'amour, ça y est, c'est bon, j'en peux plus. À l'époque, je travaillais à Zara. Hein. J'avais une vie qui était rangée, en fait, tout simplement. J'avais une vie qui était bien. Ouais, je travaillais à Zara, j'étais responsable de rayon. Voilà, en fait, je vivais, j'avais, on va dire, une vie comme une personne lambda, tout simplement. Pas une vie d'artiste. Et avant que je sois connu,
tout simplement, je restais beaucoup avec Paga et je regardais sa vie un petit peu. Et sa vie, franchement, pas je voulais avoir sa vie. Mais c'est vrai qu'il avait une vie, the place to be, et j'aimais trop sa vie partir. Ah, toi, tu pars tout le temps en booking, tu n'es jamais chez toi, ça va à 2000 à l'heure. Et du coup, c'est vrai que je suis sur la plage et c'est vrai que, et là, j'ai dans ma tête, je pleure. Et il me dit, Greg, ça va pas. Je dis, non, ça va pas du tout. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bébé, ouais, c'était Greg. Hein. Je dis, ça va pas du tout. Et à l'époque, j'avais fait le casting des Princes de l'amour. Les Princes de l'amour m'ont carrément, mais c'est même pas, ils m'ont snobé, ils m'ont même plus répondu. Aucun respect, rien du tout. Du coup, je demande à Paga, je dis, mais Paga, les princes et tout, nanana, je me rappellerai toute ma vie. On est sur la terrasse en Corse, jambes croisées, Paga, moi et un ami à nous qui s'appelle Jerry. Et je dis, Paga, je veux faire les Marseillais. Et Paga, moi, il me dit, mais pas du tout. Et je dis, oui, je veux faire les Marseillais. Moi, il me dit, ah ouais, tu veux faire les Marseillais? Ok, d'accord. Pas de souci. Le mardi, à l'époque, il y avait une boîte qui s'appelait La Vianotte. Et le mardi, à La Vianotte, il y a une soirée qui s'appelle Soirée années 80. Et du coup, on n'a pas de table, pas de réservation, rien du tout. On n'arrive pas à trouver de table parce que c'est blindé. Et du coup, il appelle mon producteur, qui est maintenant mon producteur, qui s'appelle Benjamin Jazzy, que j'aime fort et que j'embrasse fort, fort, fort de l'amour. Paga appelle mon producteur en lui disant, Ben et tout, nanani, on n'a pas de table et tout, est-ce que tu peux nous prendre et tout? Ouais, c'est bon, mais viens pas avec, je sais pas combien de collègues. Paga dit, non, t'inquiète pas, on est 2-3, on était 15, hein, frère. On rentre dans la Vianotte, je suis à côté de Paga. Et là, il me fait, comme si je rentrais dans un match de foot, comme si je faisais une détection. Voilà. Il me fait un coup d'épaule, il me dit, c'est maintenant. Je me mets devant Jazzy, je me mets focus Benjamin Jazzy. Et là, je danse, je vois des filles et tout, pam, 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 pam. Et là, Jazzy m'attrape, il vient me voir, il me fait ça, viens là. Il me dit, tu as vu elle? Il me montre une fille. Et il me dit, elle, c'est la directrice de casting des Marseillais, montre-moi ce que tu fais. Mais moi, j'arrive, je lui fais un show carrément. Je lui fais un show, mais un show, chaud. Je danse, je suis là, bam, bam, trempé. Frère, trempé, hein, mais trempé, c'est-à-dire que je coulais l'eau. Je danse, je suis là, nanani, nanana. Et je vais voir Paga. Je dis, Paga, regarde, il y a la directrice de casting des Marseillais. Viens, regarde. Paga, il me regarde, il me dit, mais tu es sérieux, tu crois vraiment que c'est la directrice de casting des Marseillais? Mais moi, j'étais tellement dans mon truc focus, un malade mental, que je lui ai dit, en fait, tout simplement, oui, c'est elle. Mais on est d'accord que Paga faisait de la télé déjà. Il sait qui c'est la directrice de casting des Marseillais, on est d'accord. Mais moi, j'étais tellement dans mon truc, tellement j'étais un fadoli dans ma tête, je me disais, non, c'était elle. Et au final, c'était pas du tout elle. Du coup, il avait raison. Et du coup, on a fini jusqu'à 5h30, 6h du matin avec Benjamin Jazzy. Mais moi, après, j'ai pas fait le mec trop lourd et tout. Et en fait, les amis à mon producteur de Benjamin Jazzy, ils m'ont kiffé direct. Et je me rappelle, il a un collègue à lui, je sais plus si c'est Maxime, je sais plus comment il s'appelle, Maxime ou je sais plus, c'est un brun. Il a regardé Jazzy, il a dit, tu as vu lui? C'est une future star. Il a l'air de dire, prends-le. Et du coup, on finit la Corse, je rentre chez moi, je reprends ma vie classique, hein, donc je vais à Zara. Et là, je reçois un message, Alizée, qui est la directrice de casting de Marseillais et que j'aime beaucoup, qui m'a casté, c'est elle qui m'a casté, qui m'appelle, qui me dit « Greg, je suis au rooftop, viens ». Et là, c'est la première fois que j'ai vu Maëva. Parce que j'arrive au rooftop, c'était un dimanche, je me rappellerai comme si c'était hier, c'était un dimanche, et je commence à danser. Et en fait, Maëva me filme. Et Maëva, déjà, avait fait les Marseillais en Australie. Et en fait, elle me filme, etc. Donc, je suis avec Alizée, Alizée me présente et tout, nanani. Moi, je danse toute la soirée et tout, nanani, nanana. Moi, le lendemain, je retourne à Zara. Donc, Alizée me dit, je veux te voir mercredi pour faire le casting. Je dis, ok, d'accord. Le lendemain, moi, je retourne à Zara. Toutes les filles de Zara, de Montréal, oh, j'étais avec Maëva hier, rooftop, nanani, nanana. Je dis, oui, mais ça va et tout. Mais moi, je parlais pas encore. Je savais pas, moi, que je partais dans les Marseillais ou pas. Parce que j'avais même pas fait mon casting. Je fais mon casting le mercredi. Donc je fais mon casting, je suis pris dans les, je sais pas combien, les 10 derniers qui restent. Je monte à Paris, je vois Florence Fayard, que j'aime beaucoup aussi, qui est The Big. Je fais un entretien avec Florence Fayard et Benjamin Jazzy, et je crois qu'il y avait Cécile aussi, Cécile Martin, je sais plus. Et je redescends, donc je reprends ma vie, voilà. Mais je me dis, ouais. Je prends ma pause à 18h, j'ouvre mon casier et je vois 01, 40 trucs, et je vois écrit Boulogne-Billancourt. Et là, je vois un message vocal. Benjamin Jazzy qui m'appelle. Oui, bonjour Greg, est-ce que tu peux me rappeler, c'est très urgent. Alors, c'est simple, dans le court instant, j'en ai les frissons parce que je me rappelle, c'était la première fois de ma vie qu'on m'appelle pour ça et je me rappellerai toute ma vie. Il me dit,
j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Ben par la mauvaise, du coup. Comme ça, on y est, on est dans le truc, on est dans le truc. Et là, il me dit tout simplement que ça va être compliqué pour tes congés payés. Tu es pris dans les Marseillais, tu pars direct. Alors c'est simple, efficace. Hein. Comme il m'a dit ça, je suis rentré à Zara. Je suis allé voir ma directrice de magasin. Je l'ai regardé, j'ai fait ça. Tu m'as vu, tu me vois plus. Comme je travaillais à Zara et que j'avais un CDI, on ne peut pas partir d'une entreprise comme ça n'existe pas. Il faut des papiers, il faut demander des congés payés, il faut que j'appelle, il faut que je fasse des choses. Et là, du coup, il me dit, tu pars direct. Alors, comme il m'a dit, tu pars direct, ben Zara, au revoir, et j'ai fini dans les Marseillais. Ah ouais, j'avais une appréhension de partir à l'autre bout du monde, surtout qu'en plus de ça, moi, j'avais jamais voyagé de ma vie. Le seul voyage que j'avais fait, c'était Marbella. Marbella, 1 heure d'avion, j'avais fait. Là, carrément, je me suis retrouvé partir en Asie. Après, je me suis retrouvé à Hong Kong. Et là, Hong Kong, en fait, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Parce que j'étais sur un bateau. Et je me rappellerai toute ma vie, j'avais Paga à côté de moi. J'avais mon meilleur ami toute ma vie à côté de moi. Et en fait, j'avais jamais voyagé. Et en fait, là, je me suis mis à pleurer, en fait. Je me suis dit, mais je suis où? Je voyais des towers, je voyais frère, je voyais Paga, je voyais mon meilleur ami, je voyais plein de choses, en fait, tout simplement. Et là, je me suis mis à pleurer, les larmes de mon corps, et je me suis dit que voilà, que c'est incroyable ce qui m'arrive. Et moi, un garçon qui avait jamais voyagé, qui avait jamais rien fait dans ma vie, là, me retrouve en Asie, là-bas, avec mon meilleur ami. Mais en fait, moi, je les ai même pas calculés, les caméras. Le premier jour, je les ai même pas vus. Et je suis un garçon qui est extraverti, en fait. Je m'en fous, je le regard des gens, je m'en bats les flambis. Frère, je suis un garçon simple, efficace, net, tout simplement. Moi, je suis rentré dans ma première aventure. Je suis rentré, j'étais déjà très très fou à l'époque. Hein. Je suis venu pour Carla, hein, de base. Hein. Je suis venu pour Carla de base. Et en fait, ben Maëva et Paga, ils me le disaient. Greg, tu vas finir avec Maëva. J'arrête de dire n'importe quoi, toi. Greg, tu vas finir avec Maëva. Tu vas voir. Et en fait, je suis tombé amoureux de Maëva par rapport à son caractère, comment elle était. C'est-à-dire que ben, j'avais l'impression de me retrouver en elle. Ça veut dire la meuf, elle était comme moi. Elle rigolait, on clashait les gens. C'était drôle, c'était fluide, c'était efficace, c'était net. Et en fait, je suis tombé amoureux d'elle net. C'est comme dans un film, mais vrai là, c'est du vrai. Hein. Il n'y a pas de séquence, on m'a pas donné un papier en me disant au Greg, à J17, tu vas tomber amoureux de Maëva. Pas du tout, hein, mon frère. Il faut savoir que nous, dans les Marseillais chez Banijé, on met le micro et on y va, hein, frère. Hein, les histoires, elles viennent seules, hein, on lit pas des... Parce que ça, je suis obligé de le dire parce qu'on me demande souvent ça, dans le sens où est-ce que c'est scripté, est-ce qu'on vous dit de faire les choses. Il n'y a personne qui nous dit de rien faire. On arrive, on est là. Pam. Moi, carrément, j'étais tellement fou que j'étais à Hong Kong, j'ai acheté un cadeau pour Maëva, alors qu'elle sortait à l'époque avec Naka. Je suis arrivé, j'ai dit, tiens, je t'ai offert un cadeau. Voilà, simplement, et moi, je tombe amoureux de cette personne, je l'ai aimée. C'est une femme que j'ai aimée, j'ai pas honte de le dire. Ah, c'était compliqué, parce que Maëva, c'est pas une fille qui a un caractère... elle a un caractère bien trempé, c'est pour ça que moi, je suis tombé amoureux de Maëva. Mais je devenais fou parce que, voilà, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je devenais fou parce que, voilà, j'étais amoureux, tout simplement. Voilà pourquoi je devenais fou, parce que j'étais amoureux. Pourquoi ça n'a pas marché? Je pense que ce soit elle ou que ce soit moi, trop toxique, et je pense qu'on est allé au bout de la relation. Après, je peux pas dire qu'elle m'a pas aimé, parce que je pense pas. Ça, c'est pas vrai. Je peux pas dire qu'elle m'a pas aimé, mais je pense que voilà, moi je suis parti vivre avec elle à Dubaï, quand même. Et le problème, c'est que elle est gentille et tout, mais c'est très très compliqué. Hein. Dans le sens où, voilà, elle est focalisée beaucoup sur elle. Moi aussi, je suis un garçon qui essaie d'être focalisé beaucoup sur moi. Mais alors d'aujourd'hui, je suis fier parce que je peux en parler. Mais ça me fait plus rien. Avec Carla, son histoire, ça aussi, ça fait un drama terrible. Donc on n'était pas trop concentrés dans notre relation. On était très 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 distants. Et du coup, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Hein. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, avec Maëva, on se parle pas. Ah, les critiques, oui, au tout début, ouais. Au tout début, bien sûr que un jour j'étais avec Paga en voiture et les Marseillais ça commence à sortir et là je vois une critique mais qui me fait mal et en fait je me mets à pleurer dans la voiture et j'ai Paga qui est à côté de moi en fait qui s'arrête sur l'autoroute. Il me dit faut que je te parle là parce que là c'est pas bon, parce que je commence à regarder tous les commentaires et il me dit, et en fait heureusement que j'ai Paga dans ma vie et heureusement que je l'aime, que c'est l'amour de ma vie parce qu'il m'a déjà matrixé d'entrée, il m'a déjà appris comment faire. Il me dit tu vois la personne à qui t'as écrit, tu la connais ou pas?
Je disais, non, mais Paga, mais tu as vu ce qu'elle dit? Eh ben, elle te connaît. Paga, il me répète la question, est-ce qu'elle te connaît ou pas? Je dis, ben non, elle me connaît pas. Donc, ben, tu viens de répondre. Donc, qu'est-ce que tu t'en fous? Moi, je lis pas les commentaires et je m'en bats les flambis de ce que les gens ce qu'ils pensent de moi. Ok, bien sûr, si tu es dans la vie, tu vas avoir toujours des haters, tu vas avoir des gens. Donc, les lis pas, les lis pas. Ou si tu vois un truc qui te plaît pas, tu prends, tu supprimes, tout simplement. Et du coup, il a raison. Et donc, du coup, il a raison. Mais il y en a, ils vont très loin. Hein. Oh, il y en a, je me dis, mais dans leur tête, mais c'est des malades. Je vais pas dire ce que je reçois, mais c'est des vraies dingueries. Hein. Mais moi, maintenant, quand je reçois des messages, parce que j'en reçois aujourd'hui à l'heure qu'il est, hein, attention, hein, mais les haters, je vous aime, hein, les frères. Hein. Je prends, je vois le mec qui m'a critiqué, et en bas, comme je le follow pas, en plus, mais le pire, c'est que c'est des gens qui me suivent. Et c'est ça le pire, je les bloque. Je bloque, je signale. Discours haineux. Voilà. Il y a un truc sur Instagram, ça s'appelle discours haineux. Bloquer, signaler, restreindre. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, tu veux être méchant avec moi, il n'y a aucun problème. Ben, tu es méchant, je te vois, je te bloque, je te signale et c'est fini. Tout simplement. Après, hein, pas tout le monde peut faire de la télé. Faut le savoir, ça aussi. Donc du coup, après, c'est vrai que c'est une chance incroyable. Mais cette chance, il faut la prendre, il faut la saisir. Il ne faut pas la prendre et la jeter, cette chance. Il faut la prendre, la saisir et la garder. Le maximum. C'est-à-dire que quand j'ai payé, que tu fais entre 300 et 400 € au jour, dans l'autre bout du monde, tu es au soleil, tu bronzes, et tu kiffes ta vie en fait, tout simplement, c'est incroyable. Et des fois, moi, je pleurais dans les bras de Paga quand il n'y avait plus les caméras. Je dis, Paga, merci, merci. Parce que frère, tu es en train de me changer ma vie et je t'aime. Et il le sait très bien que je l'aime plus que tout. Mais attention, on se dispute avec Paga. Mais voilà, mais on s'aime. Et c'est ça l'amour. Il faut savoir que l'alcool coule pas à flot. Hein. On boit que le soir. Voilà, mais la journée, il n'y a pas d'alcool. Hein. La journée, hors de question. Hein, parce que c'est quand même, ça reste quand même un travail. Parce qu'on a les interviews à faire après. Comprends bien que tu ne peux pas arriver en interview, être francafiche ou pas du tout, ça n'existe pas. Voilà, si on a envie de boire en soirée, on boit. Si tu n'as pas envie de boire, tu ne bois pas. Donc c'est chacun fait comme il veut, en fait, tout simplement. Je me suis diversifié, en fait, je fais ce que j'ai voulu toujours faire. De base, moi, je voulais être chanteur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la musique et c'est vrai que j'ai réussi, on va dire, ouais, à me divertir. Après, je sais pas si j'ai réussi ou pas, mais en fait, je fais quelque chose que je peux faire, sinon je fais pas. Voilà. J'ai vu quand j'ai fait Poquito avec Thibaut Garcia, c'est le premier son que j'ai fait. Il avait fait déjà la version de base avec un artiste qui s'appelle Toi, qui avait fait 1 200 000. Ben moi j'ai fait Poquito remix Bébé où il a fait 14 millions. Je chante 30 secondes dessus. On m'appelle le Greg, on se nomme le Bébé, lunettes colorées, j'ai sorti le Capero. Voilà. Et ça a été incroyable. Et Thibaut il m'a laissé permis de poser sur son son. Après de son son, j'ai fait Fly, qui est sorti, qui a fait 22 millions je crois sur YouTube et 14 millions de streams. Il faut le pousser un peu les bébés. Parce qu'on veut être disque d'or, hein, les frères. Mais voilà, c'est vrai que ben, je me régale. Et en fait, je fais ce que j'invente pas en fait. Faire de la cuisine, oui, j'aime cuisiner, mais je me vois pas faire des vidéos de cuisine, genre. Hein, moi, ce que j'aime, c'est l'artistique. J'aime la fashion, j'aime la musique. Voilà, je me régale dans ce que je fais. Quand on fait ce qu'on aime, on est fort. Voilà. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ben, tu n'es pas fort. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai la chance de faire ce que j'aime, de faire un métier que j'aime. Donc, du coup, c'est que du bon pour moi. Et c'est pour ça que je m'épanouis dans mon travail. Même si, attention, c'est pas tous les jours facile. Hein. Faut savoir qu'on n'a pas de CDI dans un métier comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut se diversifier en faisant des choses qui sont concrètes et des choses qui te ressemblent. Faut pas inventer. Alors, Bébéo, ah ben on était, ouais, c'était où? À Hong Kong pour l'enterrement de vie de garçon de Julien Tanti. Et on est à Hong Kong et tout. Et en fait, moi, je mets une veste à paillettes. Et on part en soirée. Et en fait, Julien, il me regarde, il me dit mais en fait, pas du tout. Je dis quoi, pas du tout? Il me dit c'est pas ton enterrement de vie de garçon à toi, c'est le mien. Je dis ouais, mais je fais quoi, frérot? J'ai que ça. J'aime trop les paillettes, moi, je sais que ça. Et en fait, Benjamin Sama, il me prête sa veste. Je m'en rappellerai comme c'était hier. On va pour sortir et Julien m'avait pas vu. Donc on fait une sortie face cam, on fait une sortie caméra, donc du coup, on fait une sortie. Et là, il me regarde, il me dit eh ben là, tu es beau, mon bel. Et là, je regarde, je sais pas. Alors, celle-là, je sais pas d'où je l'ai sortie, mais elle est vraiment sortie là. Je fais non, moi, c'est pas mon bel, c'est bébé. Et là, Tanti me fait ça. Et depuis ce jour-là, je me suis pas arrêté. Bébé. À Moundir, bébé. Et en fait, même Maïva m'appelait bébé. En fait, et tout le monde a commencé à m'appeler bébé.
Et du coup, voilà, c'est resté Bébéo en fait. Il y a Paga et il y a Bébéo. Voilà, tout simplement. Et je suis fier de l'avoir. Je suis fier de l'avoir quand même sorti. Et c'est un peu aussi grâce un petit peu à Julien parce que s'il me dit pas oh mon béo, moi je rajoute pas le bébéo en fait. Et du coup, il est sorti comme ça et je suis fier quand même. Parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il est là. Hein. Il est là. Hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose voilà, qui. Et je l'ai même tatoué. Il est même tatoué là dans le cou. Je l'ai tatoué derrière ma nuque. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose voilà, qui est sorti de ma tête. Et je suis quand même très content. Voilà. Je me suis trouvé mon petit nom d'artiste. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai eu 3 dramas qui m'ont quand même un peu traumatisé. J'ai eu 3 braquages quand même. Mon premier braquage, c'était avec mon ex. Voilà. Qui s'appelle Mélanie ORL. On était à la maison et c'est vrai que en fait il y a 2 personnes qui rentrent chez moi et tellement que j'étais. Pour moi je pensais que c'était Paga, parce qu'à l'époque il habitait avec moi. Donc moi je me dis c'est Paga, c'est bon écrit, allez vas-y je me rends dehors. Et en fait quand je me tourne, je reçois une main en cuir là et un calibre là. Mais je viens de me réveiller, je suis en train de dormir. Mais imaginez-vous la dinguerie frère, je suis en train de dormir frère. Mais en fait, je me dis dans ma tête, je dors, je suis en train de rêver ou c'est vrai là? Et là, je vois un mec devant moi, il est en train de me braquer avec le calibre. Et son collègue là. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu fais quoi là? Tu es impuissant là. Pas dans un film, hein, mon frère. Je sais très bien qu'il va pas me tuer, hein, mais il me met une balle dans la jambe ou quoi, pas du tout, frère. Donc j'ai tout donné, moi. Il m'a pris ma montre. Il a pris la montre à Mélanie. Ouais, il m'a traîné en fait et il m'avait pris des espèces. Mais moi, ce qui m'a fait le plus de peine, qui m'a mis le démon, c'est qu'en fait, Mélanie, elle était allongée sur le ventre et il lui a mis une claque dans les fesses devant moi. Et ça, qui me vole ma montre, qui me vole et tout, il n'y a pas de souci. Mais ça, mes frères, ça m'a vraiment. Mais en plus, je le voyais, mais je pouvais rien faire, Voilà, premier braquage comme ça. Donc, ils m'ont braqué. Moi, j'étais traumatisé hein, pendant 2 mois, 2-3 mois. Parce que c'est compliqué, hein. J'arrivais plus à dormir dans ma chambre. Hein. Je dormais sur mon canapé, je regardais ma porte d'entrée pour voir s'il y avait quelqu'un qui rentrait chez moi. Voilà, donc du coup, la police, ils sont venus, etc. Voilà, on a fait les constatations, ils ont retrouvé les mecs. Hein. Ils les ont retrouvés. Hein. Ils passent bientôt un jugement d'ailleurs. Et du coup, voilà, ça a été un drama pour moi. La deuxième fois, ça a été je pars avec mon T-Max. Je pars avec mon scooter. 2 mecs. 2 mecs, carrément, ils sautent, ils me braquent. Au début, je croyais qu'ils voulaient le T-Max. Prends le T-Max. Prends-le, le T-Max, tiens, je te le donne. Non, non. Calibré, 14h l'après-midi. Il m'a pris la montre quand il y a eu les émeutes, là pendant qu'il y avait les émeutes. Voilà, 14h de l'après-midi, c'est du jamais vu, frère. Donc j'ai donné un mot, hein, frère. Je vais pas mourir, moi, pour une montre, hein. Je m'en bats les flambiers, frère. Hein. Écoutez, hein, parce que je vois, ouais, mais tu aurais dû faire l'héros. Quel héros? Il n'y a pas d'héros, frérot. Il n'y a pas d'héros, mon frère. Tiens, prends la montre et ciao, rentre chez toi. Et la 3e fois, c'était là, à mon salon de coiffure. Dinguerie, un dimanche. Je vais me faire couper les cheveux. Donc, je suis en train de me faire couper les cheveux. Un dimanche à 18h, dans mon salon, j'ai fait une factory. 2 mecs, je suis en train de me faire couper, 2 mecs qui rentrent. Et mon employé regarde le mec, il lui dit, les 2 mecs, ils arrivent. Mais ils arrivent en plus bonnet, écharpe là comme ça. Ils rentrent comme ça, mais moi d'entrée. En fait, j'étais à la glace, je les vois arriver, j'ai ça y est. J'ai compris direct. Et en fait, mon employé dit, oh les gars, on est fermés. Hein. Et là. Il n'a même pas le temps de dire ça. En plus, le pauvre, mon employé. Pourquoi tu le gazes, miskin? Après, il est tout petit, il s'appelle Tristan. D'ailleurs, je lui fais une grosse dédicace, je t'aime fort, mon frère. Frère, il est arrivé, il a menacé avec un couteau. Il a gazé à lui, alors que gratos, pépetos. Il a gazé son collègue. Moi, il est arrivé, il m'a braqué avec le couteau. Il m'a dit, donne-moi le T-Max. Tiens, prends, T-Max. Tiens, prends le T-Max. Ils n'ont même pas touché la caisse du salon. La caisse, ils l'ont même pas touché. Ils m'ont pris mon T-Max. Mais en fait, moi, heureusement que quand même, je suis un garçon qui est prévoyant maintenant. Je leur ai mis les AirTags dessus. Donc, mon frère, ils sont partis. En fait, je les suivais, moi. Je les suivais vraiment, hein. Je les suivais. Et comme ils se sont arrêtés, j'ai envoyé la police. Voilà, la police, ils ont tout récupéré. Les mecs et les AirTags, carrément. Et le T-Max, pardon. Et j'ai récupéré mon T-Max. Donc, les bébés, vraiment, je vous dis la vérité. Si vous voulez un conseil, si vous avez quelque chose de valeur, ou une voiture, ou un scooter, ou un truc, mettez des traceurs dessus. Vraiment, mettez des traceurs, au moins vous savez où il est votre véhicule. Voilà. Moi, c'est grâce à ça que j'ai récupéré, que j'ai retrouvé mon T-Max. Hein. Moi, je dirais pas insécurité, je dis manque de sécurité. Après, c'est pas moi de dire ça. C'est pas moi de dire ça, comme j'ai dit à TPMP.
C'est pas à moi de dire ça. Je suis pas le meilleur placé pour juger ça. Non, moi je pense qu'ils sont partis à Dubaï tous parce que par rapport aux enfants. Aux enfants. Moi j'aime trop la France. Moi je suis français. Marseille pour moi c'est la deuxième ville de France. Moi j'aime la mer, j'aime le soleil, j'aime me lever le matin. Allô, la gastronomie française c'est la meilleure du monde. C'est la meilleure du monde. Je vais pas à Dubaï manger à Joël Robuchon, frère, et que ça me coûte 190 € à Dubaï, alors qu'ici, ça va me coûter moins cher du coup, parce qu'on est en France, tout simplement. Et que Joël Robuchon, c'est un restaurant qui est français. Voilà, tout simplement. Et c'est un restaurant qui est coté et gastronomie française. Voilà, tout simplement. Donc pas du tout, frère. Moi, laissez-moi en France, je suis très bien en France. Ben, la team Bébé, je vous aime très très fort. Merci de me suivre au quotidien, déjà pour commencer. Merci d'être dans ma vie, merci d'être là. Et je sais que c'est grâce à vous si j'en suis là. Et je le sais très bien. Et les bébés, vous sachez quelque chose, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Déjà, j'ai mon EP qui va sortir. J'ai mon son sur mon père qui va sortir dans pas très longtemps. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour votre amour. Merci pour votre bienveillance. Et je tiens à remercier aussi TPMP Focus de m'avoir fait cette interview. Et on s'est lâché. Bisous les bébés et je vous aime.